Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Let Me Talk. Avant de commencer, on aimerait, je pense tous, vous remercier par rapport au retour, par rapport à la dernière, enfin même aux deux dernières vidéos sur les Diables et aussi sur les U21. Il y a eu plein de retours très positifs, plein de commentaires très intéressants, plein de vues évidemment, ça fait toujours plaisir et de personnes qui sont abonnées. Donc ça fait très plaisir et voilà, c'est super important pour nous. Donc aujourd'hui, fin de trêve internationale, le football de club est de retour et la Pro League évidemment. Donc on est là pour parler de ça et on a un invité avec nous. Comme vous pouvez voir si vous êtes sur YouTube, pas forcément entendre, mais si en podcast vous allez le découvrir. Donc c'est Guillaume Gauthier. Comment tu vas, Guillaume? Ça va très bien, merci à vous pour l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter peut-être pour ceux qui ne te connaîtraient pas, ce que tu fais Ouais, bien sûr, je suis journaliste sportif. J'ai travaillé pour Foot Magazine entre 2015 et jusqu'à la fin du magazine. Et maintenant, je travaille dans les pages sport du magazine Le Vif, où j'écris toujours essentiellement sur le foot et en particulier sur le foot belge. Je participe parfois à Complètement Foot sur Vivacité. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je suis coach en première provinciale, pour si vous voulez connaître un peu plus ma vie. Mais je préfère qu'on n'en parle pas trop longtemps parce que ce week-end, on a perdu. Donc, ça m'ennuie toujours un petit peu. On n'en parlera pas, promis. En tout cas, ouais, c'est vrai que sur ce magazine, c'est que moi, personnellement, je ne sais pas, Muse ou Jules, enfin, je ne sais pas encore présenter. D'abord, je vais vous présenter Jules qui fait un back-to-back, quoi. On l'avait dit lors de la dernière émission. Est-ce qu'il va Et faire ouais, deux émissions en saison 2? Il est là. il n'a pas fallu attendre 14 épisodes pour que je revienne cette fois-ci. Cette fois-ci, à cause d'une personne, on va pas nommer la personne qui n'est pas là, qui Basile, devait être là. Mais voilà. Comment ça va, Jules? T'as passé un bon week-end? ça va et toi? Ouais, un week-end tranquille, posé, c'était sympa. Toi? Et c'est bon, moi ça va, toujours ça va. Et c'est bon, la défaite des U21, l'élimination s'est passée? C'est encore un peu en travers de la gorge, mais la victoire du Standard a fait que c'est passé un peu comme un pansement. Ça va, ça va. Et toi, Mus, comment ça va? Bah, ça va super, ça faisait déjà 2 émissions où j'étais pas là, donc ça fait très très plaisir de revenir et j'ai hâte qu'on plie un classique ensemble. C'est vrai que ça fait longtemps, c'est parce que toi, tu rates quand j'envoie le programme, t'as pas été vif, donc t'as J'ai raté pas été vif, c'est vrai. les Il y en a émissions. dès qu'ils voient Belgique qui s'inscrivent. Non, c'est vrai. En tout cas, la question que j'allais dire, je sais pas vous, mais moi, à l'époque, je sais que mes parents m'avaient abonné au Sport Foot Magazine. J'avais tous les posters qui étaient au milieu du magazine. Je pense que j'avais du Ronaldo, du Modric, du Yuri Tillemans pour ma chambre, c'était que ça. Pareil, et j'essaie de jouer au jeu au concours, mais malheureusement, je gagnais jamais. Ah, je pense qu'il est trop Ouais, jeune. moi aussi, je crois que je suis en train de les chercher justement, parce que je sais que j'en ai encore plein dans ma chambre, mais je sais pas exactement où. Mais ouais, j'en ai beaucoup lu pendant 1 ou 2 années. Ah Non, mais ouais, je non, pense ouais. qu'on a tous grandi avec ça, en vrai. Non, non, ouais, vraiment, vraiment. Donc, on va passer au sommaire. Aujourd'hui, on va parler évidemment du football belge. On est donc arrivé à la mi-championnat classique, de la phase classique. Donc, on va faire un petit bilan en mode conseil de classe avec pas mal de catégories pour nous permettre d'aborder plusieurs équipes, joueurs qui auraient donc marqué cette saison à l'heure où on parle. Donc, je vais pas nommer toutes les catégories. On va entrer directement dans le vif du sujet. Avec la première catégorie qui est donc l'équipe chouchou. Donc l'équipe chouchou, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu l'équipe qui vous a donné envie, on va dire, jusqu'à aujourd'hui, d'allumer la télé chaque week-end pour la voir, pour voir ce qu'ils avaient proposé, parce que footballistiquement, c'est quelque chose qui vous intéresse. On a donc Guillaume et Jules qui ont chacun une réponse différente, et Muse et moi qui avons donc la même réponse. Donc on va commencer évidemment par l'invité. Guillaume, qui as-tu choisi pour l'équipe chouchou? J'ai choisi Genk. C'est assez rare que le leader du championnat soit l'équipe que je préfère regarder. Parce que souvent il y a des équipes qui sont particulièrement intéressantes en deuxième partie de tableau, ou des équipes qu'on n'attend pas. Et l'année passée, si j'avais dû répondre à cette question, la réponse était Saint-Tron, parce que il y avait pas mal de jeunes joueurs, il y avait un système de jeu assez clair. Ça a permis
de faire découvrir des jeunes joueurs et notamment des jeunes joueurs belges qu'on connaissait pas trop. Une partie de ces joueurs-là, donc notamment Matos Metz et Jarno Stöckers, sont maintenant à Genk avec Thorsten Fink qui est le même coach. Défense à 3 avec un style de jeu audacieux, un surnombre au milieu de terrain, c'est vraiment quelque chose qui me parle personnellement. Donc et en plus Genk a toujours la qualité, même quand ils sont dans des saisons un peu moins fortes, d'avoir des joueurs très attrayants, très agréables à voir jouer. Donc tout ça mis ensemble, au-delà même des résultats qu'ils font que c'est l'équipe que je prends le plus de plaisir à voir et une des rares équipes pour lesquelles j'ai vraiment très envie d'allumer ma télé depuis le début de saison. Parce que je trouve que le niveau du championnat, surtout sur les 10 premières journées, ça va un petit peu mieux maintenant, mais était vraiment très bas et donc on avait très peu d'équipes qui avaient les idées claires par rapport à ce qu'elles avaient envie de faire sur le terrain. Et quand elles avaient les idées claires, c'était souvent des idées un peu minimalistes, on va dire, en possession de balle. Et Genk est un peu l'exception par rapport à ça. Et c'est d'autant plus impressionnant que l'équipe a quand même un peu changé et surtout qu'ils ont dû intégrer les idées d'un nouveau coach. Donc tout ça fait que et en plus voir jouer Jarno Stöckers, Karetsas, Brian Heinen, Bonsuba qui est un joueur que j'aime vraiment beaucoup. Les voir jouer tous ensemble, El Wadi aussi. Enfin, il y a vraiment beaucoup de joueurs très agréables à voir jouer dans cette équipe qui, en plus, collectivement, est certainement, avec le ballon, la mieux rodée du championnat pour l'instant. Est-ce que Patrick bug? Je pense qu'il a bugué parce qu'il ne bouge plus. Ouais, il a un problème, je pense. Mais du coup, moi, je suis d'accord avec toi. Un Genk, c'était un de mes choix. Je pense que ça coulait de source un peu pour tout le monde. C'est hyper agréable à voir. Et moi, j'ai choisi une autre équipe simplement pour qu'il y ait un peu des différences, pour un peu démarquer, parce que sinon, Genk, c'était trop simple à répondre. Mais évidemment que Genk, c'est une superbe équipe qu'elle donne envie de voir. Et surtout, Karetsas, lui, il me donne vraiment envie d'allumer ma télé dès qu'il monte au jeu. Si je reçois la note chiffre, que je suis là, hop, j'allume la télé. Donc, ouais. C'est sûr que Genk, ça donne très envie. Et toi, Jules, c'est quoi l'équipe que tu as choisie? Moi, c'est l'Antwerp. Mais en vrai, c'est un peu comme, Genk ou Saint-Ouen. L'année passée, hein, ils me font allumer la télé parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Vous l'avez vu dans le podcast U21, l'épisode précédent, que les jeunes, c'est ce qui me plaît actuellement dans le foot actuel. Donc, je trouve que c'est une belle équipe avec un mixte entre l'expérience, avec des joueurs comme Aldo Herold, Bataille, Odoy ou des trucs comme ça qui ont des saisons complètes en pro, enfin plusieurs saisons complètes en pro, et des jeunes, plein de jeunes, Renders, Verstraeten, Van de Plas, il y en a plein, et qu'en plus ils font face à comme des difficultés, parce que Patrick est de retour, mais il le disait justement en off quand on vous attendait un peu, mais ils ont dû faire face à plein de départs et même à certaines blessures maintenant. Donc, je trouve que c'est une belle performance de les voir troisième, il me semble, actuellement. Ouais, Et c'est j'ai ça. hâte de voir ce qui peut se passer si Lukucha revient bien, que Pratt arrête d'entre guillemets un peu décevoir et revient au niveau qu'on attendait de lui. Donc, je pense que ça peut être très intéressant en seconde partie de saison. Donc, ouais, j'avais disparu, problème de connexion. Donc, là, donc, j'imagine que vous avez bien meublé quand j'étais pas là. Toi, Muse, qui a fait un très bon choix, hein, je pense. Hein. Bon, moi, je pense que tu as fait le meilleur choix. Je sais pas pourquoi je dis ça. Tu as choisi quelle équipe comme équipe chouchou? C'est assez fou parce qu'on a quasiment tout le temps les mêmes choix et je me demande si nos cerveaux ils sont pas directement connectés. Moi j'ai choisi, bon c'est un peu la facilité, mais c'est aussi l'équipe que je pense qui représente un peu plus le championnat belge en Europe ces dernières années, c'est le club de Bruges, un club très sexy à voir jouer, quasiment tout le temps dans le top 3 ou top 2 de la Pro League ces dernières saisons. Donc moi j'ai choisi cette équipe-là parce que je sais pas quand j'ai rien à faire ou que j'ai regardé mes matchs du Real Madrid, quand je vois qu'il y a le club de Bruges qui joue, je regarde parce que je sais que je vais passer un bon moment. Rien que le week-end passé, ils ont mis 7 buts à Saint-Tron. Et donc, c'était vraiment un match très impressionnant à voir jouer. Donc, moi, mon choix, il est facile, mais je pense que beaucoup d'entre nous, que ce soit les auditeurs et nos viewers sur YouTube, je pense qu'ils choisiraient aussi le club de Bruges. Ouais. Moi, pareil que toi. Moi, de base, j'allais mettre Genk. J'aurais mis Genk. Si Guillaume n'avait pas mis Genk, j'aurais aussi mis Genk. Parce que c'est l'équipe la plus régulière quand même.
Parce que Bruges, je trouve que le début de saison, il était compliqué. Hein. Et niveau régularité, c'est pour ça qu'ils sont déjà à 6 points de Genk. Bon, c'est pas grand-chose au final, divisé par 2. Mais voilà. Mais je trouve que c'est une équipe, quand elle a envie, quand pas tous, mais bout à bout, ça reste la meilleure du championnat, parce qu'elle a le meilleur effectif, les meilleurs joueurs. Pour moi, c'est vraiment un jeu que j'apprécie. Et c'est l'équipe qui sait très bien que bon, ça sert à rien presque de prendre les points maintenant. De toute façon, elle sait, tant qu'elle reste à portée de tir des leaders, elle va revenir. Mais si je devais être honnête, la plus régulière et qui répond le plus à l'intitulé, ça resterait quand même le KRC Genk. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose par rapport à un choix que quelqu'un aurait donné? Non, personnellement, non. Moi, je reste sur mon équipe. Ouais. Moi, je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui commencent un peu à prendre forme. J'aime bien ce que propose Malines dans cet temps fort. C'est une équipe qui est quand même assez intéressante à voir parce qu'ils ont un peu retrouvé la bonne alchimie offensive qu'ils avaient à la fin de l'ère Franken, où il y avait quand même pas mal de joueurs qui savaient faire des différences. On retrouve un Nicolas Storm qui est un peu redevenu un joueur de foot. On a l'impression qu'il avait disparu pendant quasiment 2 ans. Et Charleroi, je pense qu'on en parlera plus tard avec un des autres choix que moi j'ai posé, mais plutôt dans un côté décevant. Mais c'est une équipe qui, malgré le fait qu'elle ait beaucoup de difficultés à marquer, joue par contre vraiment bien au foot par rapport à la saison passée. Le contraste est assez impressionnant. L'année passée, ils marquaient pas parce on avait l'impression qu'ils attaquaient jamais. Et ici, c'est vraiment plus un manque de qualité offensive, mais il y a des joueurs au milieu de terrain. Zorgan notamment a retrouvé vraiment un très très bon niveau. Et c'est le genre d'équipe où un Zorgan des grands jours, qui soit dans n'importe quelle équipe, c'est un joueur qu'on aime voir jouer, quoi. C'est vrai que Charleroi, d'ailleurs, c'est pas une équipe qui va revenir, mais c'est vrai que c'est une équipe qui aurait pu rentrer. C'est dommage qu'il y a un petit peu ce creux là depuis quelques semaines, puisque ça pouvait peut-être une équipe qui aurait pu se retrouver peut-être à la place d'un Malines au classement et qui au final se retrouve plus proche d'un OHL ou d'un Courtrai, malheureusement. Donc on va passer au deuxième sujet et donc à la deuxième équipe dont on a envie de parler, l'équipe d'Ouy. Donc qu'est-ce que c'est l'équipe d'Ouy? C'est une référence à la série Malcolm et le fameux je ne m'attendais à rien mais je suis quand même déçu de Douy. Là on est 2 équipes de 2. Donc Guillaume et Jules sont ensemble, Muse et moi on est encore ensemble. Là je vais laisser la primeur à toi, Jules, de nous dire quel a été votre choix en duo avec Guillaume. Alors, Guillaume et moi, on a choisi l'Aude Everley-Louvain, donc le club d'OHL. Moi, en fait, je l'ai simplement choisi parce que je pense que c'est une équipe dont personne n'attend grand-chose. OHL, c'est pas censé jouer les playoffs 1, c'est censé stabiliser en seconde partie de tableau. Mais j'ai été voir 2 matchs au stade cette saison et ils ont battu Genk 3-1, ils ont battu le Standard 2-0. Et à chaque fois, l'équipe en face n'était pas exceptionnelle, mais ils avaient quand même été assez efficaces, surtout contre Genk en contre-attaque. Je pense qu'ils marquent même 4 buts ou 5, mais il y en a qui sont annulés pour hors-jeu et tout ça. Enfin, c'était vraiment quelque chose. Je me suis dit, ils vont pouvoir faire mal à plein de gros. Et en fait, au final, j'ai pas regardé tous les matchs d'OHL, je vais pas mentir, mais leur place au classement, je trouve qu'elle reflète tellement pas ce que j'ai pu voir dans ce match contre Genk ou contre le Standard. Et donc, c'est pour ça que je suis déçu quand même de leur place au classement. Surtout que je pense qu'il y a quand même des bons joueurs au sein du noyau, donc ils doivent s'en sortir, ils doivent faire mieux que les playdowns, quoi. Ouais, moi, c'est un club qui me rend ouf depuis plusieurs saisons, en fait. Ils ont des moyens en termes d'infrastructure qui sont assez incroyables. Si vous avez l'occasion d'aller une fois à Louvain voir la qualité du terrain, l'environnement, les terrains d'entraînement. Moi, j'ai eu la chance une fois dans une interview, c'était encore Marc Brace qui était le coach à ce moment-là. J'avais vu le vestiaire de Louvain, on dirait un vestiaire de Première Ligue, un peu en forme ovale comme ça. Vous voyez vraiment, quand on regarde les docus sur les clubs de Première Ligue, ils ont tous un peu le même style de vestiaire. On est vraiment dans cette idée-là.
C'est un club qui met quand même beaucoup de moyens. Ils sont allés chercher Oscar Garcia l'année passée. C'est quand même un coach qui enfin, c'est un peu improbable de voir Oscar Garcia arriver à Louvain, quoi. Euh, et c'est décevant pour deux choses en termes de classement, parce que il y a, je pense, 3-4 ans, au moment où Mark Bray, c'est un peu la cote, ils font un bon début de saison. Mark Bray s'est convoité par Genk et ils re-signent à Louvain et ils disent à ce moment-là, dans les 3 ans, on va jouer le titre, quoi. Et au final, ils ont jamais même espéré participer au play-off 1, ni même au play-off 2 quand il y avait les play-off 2 du 5e au 8e. Et donc c'est déjà décevant en termes de résultats. Et en termes de manière, c'est l'équipe qui a les meilleurs expected goals défensifs du championnat. Euh, Depuis le début de saison, ils concèdent quasiment pas d'occasion, ils étaient costauds. Et moi, j'étais aussi au stade de ce match contre Genk où c'était assez spectaculaire. J'ai l'impression que c'est la seule fois où ils ont été spectaculaires, en fait. Parce que les autres matchs que j'ai vus, c'était vraiment chiant comme la pluie, il se passe rien, ils sont solides derrière et ils attendent qu'il se passe un truc, alors que il y a quand même le potentiel joueur pour proposer autre chose. Et quand on va chercher, quand on va chercher Oscar Garcia, il aime bien parler de Johan Cruyff et tout dans ses interviews, mais quand on regarde le foot, on a l'impression que quand Johan Cruyff parlait, il était dans la pièce d'à côté, quoi. Mais c'était quand même vraiment dur à voir, en plus d'être décevant en termes de résultats. Parce que voilà, s'il joue de cette manière-là, mais qu'il est top 6, on va dire ouais, ok, c'est pas hyper télégénique, mais c'est efficace. On a déjà vu des équipes comme ça. Le Cercle, la saison passée, c'était pas toujours incroyablement beau à voir, mais c'était sacrément efficace. Ici, il y a vraiment ni le plaisir de les voir jouer, ni la récompense au classement, alors que c'est un club qui structurellement doit être un club, ça doit taper dans la catégorie au moins des Malines et des Westerlo, si pas plus haut, quoi. Et être peut-être le plus gros concurrent derrière les grosses équipes. Et ça, on l'a jamais vraiment vu avec eux. Non, non. En tout cas, vous complétez. Et Jules, apparemment, tu as été chanceux face à Genk. C'était pas le HL normal. Muse, tu veux que je commence ou tu veux commencer sur notre choix? Je pense que je vais commencer. Je vais te laisser terminer en beauté. Nous, c'est évidemment le Standard de Liège. Dans l'épisode du début de saison, le conseil de classe qu'on avait fait avec Loïc Hauss, moi je disais que je voyais le Standard de Liège au moins viser les playoffs 1. Oui, certes, j'ai été peut-être un peu trop rêvé, mais je sais pas, c'est un petit truc que j'ai pour le Standard de Liège. Et au final, c'est comme depuis 4, 5, 6 ans, on s'attend à quelque chose et au final, très vite, on est déçu. Du coup, on s'attend à rien et c'est le cas du Standard qui commence sa saison avec un 0-0 à domicile, à l'extérieur contre Genk. Ensuite, on a un espoir, la victoire contre le club de Bruges. On se dit qu'allez, pourquoi pas, peut-être que c'est cette saison. Et au final, non, c'est défaite, victoire, défaite, défaite, victoire. Et ce qui m'a fait mal dernièrement, c'est la défaite contre la Gantoise 5-0. Franchement, c'était très cru. Mais je pense que ça nous a remis les idées en place. Et je suis déçu de rien, en fait. Donc voilà, ça reste le Standard de Liège, quoi. Ouais, moi, le Standard, perso, je m'attendais à rien personnellement parce que il y a toutes les histoires avec 777, le fait que bon, le recrutement, on recrute comme on peut, on essaie de trouver des joueurs, des opportunités. Donc, tu te dis, bon, il n'y a pas forcément d'espoir. Et puis, tu en donnes un petit peu parce qu'il y a une victoire, comme tu disais, une fois contre un gros, on gagne, on met la passion à Sclessin. Mais au final, avec l'écho, quand tu dis 4-5 ans, t'es dur parce que bon, il y a 2 ans quand même, malheureusement presque pour eux, les playoffs étaient à 4 et pas à 6. Et peut-être que si c'était à 6, peut-être qu'ils auraient pu les accrocher. Mais là, c'est une équipe, c'est fade. Honnêtement, je pense que si on devait faire un classement des équipes que là, le fameux équipe chouchou, dans les équipes chouchou, je pense que le Standard, chez moi, il arrive très très bas. C'est partie des équipes que j'ai pas envie de regarder parce que c'est du football super basique, quoi, de la part de l'écho. En plus, quand tu le faisais, ton défaite, victoire, ce qui est vrai, c'est que c'est une équipe qui a jamais enchaîné 2 victoires consécutives alors qu'on est fin novembre. Je trouve que c'est quand même assez choquant. Franchement, c'est une équipe là qui a marqué 10 buts en 15 matchs, c'est-à-dire autant que Dolberg cette saison. Il y a une gestion aussi des jeunes que je trouve nulle, c'est-à-dire que tu pourras avoir cette petite hype d'une équipe, certes, qui a des difficultés financières, mais bon, qui va mettre 2-3 jeunes en avant.
On avait évidemment le cas d'Epolo, qui je pense a été pas bien géré du tout. On a un Nubi un Jules, désolé, mais malheureusement, il n'existe plus, qui a aussi été géré d'une façon un peu étrange. Il doit y avoir d'autres cas que je dois oublier. Je pense qu'il y a aussi peut-être Noah Mawete aussi, Jules, si je ne me trompe pas. Je trouve plus ton micro. Oui, Noah Mawete, il est parti en prêt du côté du Liers. Donc voilà, c'est un peu bizarre ce qui s'est passé avec Noah. Mais pour le cas des jeunes, il faut quand même pas oublier, en fait, des jeunes Belges, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Enfin, il y a Epolo, du coup, qui a été un peu bizarrement géré, surtout ce week-end, et il a Camara. Mais à part ça, il n'y a pas vraiment de beau chapitre pour des jeunes Belges. Mais par exemple, Sofiane Benjida et Lawrence, c'est des joueurs qui ont été relégués la saison passée avec le SL16. Et Lawrence, il a quand même, je pense, plus de la moitié des titularisations en championnat. Et Benjida, il en a aussi eu 2-3 en début de saison. Et maintenant, il monte quand même presque à chaque match. Donc, il y a quand même certains cas avec les jeunes, même si moi aussi, je suis hyper déçu pour Nubi, je suis déçu pour Epolo et machin. Et quand vous revenez sur le côté Sclessin, faut pas oublier qu'à Sclessin, dans le classement à domicile, si on trie le classement juste avec les matchs à domicile, on est deuxième. Il n'y a que Genk qui fait mieux que le Standard. Donc oui, on a battu Bruges et on a mis le feu à Sclessin, mais le feu à Sclessin, il est toujours présent, à part contre Westerlo, où il y a un non-match et un résultat qui est honteux. Mais sinon, je trouve que en vrai, le gros problème du Standard, et là où il est hyper décevant, c'est à l'extérieur. Et t'en parles avec le match contre la Gantoise où on en prend ça à domicile, en fait. Je sais plus où c'est, mais on en prend 5 et c'est n'importe quoi. Et je pense que c'est pas le seul exemple. En fait, à chaque fois qu'on joue un gros chez eux, il y a plus de 3 buts encaissés, donc ça va pas du tout. Antwerp, je me souviens plus, c'était combien contre Antwerp? Antwerp, il me semble que. Il y en a aussi pas mal. C'est 3-0 aussi l'Antwerp. Ouais, voilà. 3-0 l'Antwerp aussi. C'est tarif à chaque fois. Mais moi, en tout cas, c'est une équipe. Je me dis, en fait, normalement, tu pourrais. Parce qu'en fait, elle est pas loin des playoffs 1. Au final, hein, elle est à quoi? Elle est à 1 ou 2 points? Parce que le championnat n'avance pas. 2 points, je sais pas. 1 ou 2, je sais plus. Parce que le championnat n'avance pas. Mais normalement, c'est une équipe qui, je trouve, devrait passer de 4e, elle devrait profiter du fait qu'une équipe comme la Gantoise avance pas, que même devant, au final, allez, on va dire peut-être les 3-4 premiers ont peut-être une petite avance, mais le 5-6e place, c'est possible. Et là, peut-être que la semaine prochaine, ils le seront, parce qu'en Belgique, tu gagnes un match, tu prends 2 places, mais peut-être que s'ils perdent, ils seront 14e, enfin non, peut-être pas 14e, mais 11e, 12e. En tout cas, voilà. Et pour revenir à, excuse-moi Patrick, ce que disait Jules, et on avait déjà eu ce débat-là sur une autre émission, je ne sais pas si tu te rappelles, et on n'arrivait pas à comprendre pourquoi est-ce que le Standard n'arrivait pas à s'imposer à l'extérieur. C'était déjà le cas il y a 2 saisons, et encore aujourd'hui on se pose la question, c'est quoi le problème du Standard? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ce qu'ils font à domicile, ils n'arrivent pas à le faire à l'extérieur? Je trouve que c'est encore très dommage de ne pas avoir évolué sur ça. Je pense que personne peut l'expliquer. Hein. Si on savait l'expliquer, si les joueurs savaient l'expliquer ou le coach, ça se passerait pas comme ça. Mais ouais, c'est depuis plusieurs saisons, c'est le cas. On en parlait au noyau dur, je crois encore. C'est ça. Il y a plus d'1 an, quoi. Donc ouais, c'est inexplicable, mais c'est Sclessin, c'est inexplicable ce qui se passe là-bas. Et puis à l'extérieur, c'est le vrai Standard, peut-être. Hein. C'est peut-être ça la réalité. C'est quand même décevant, je trouve, en termes de jeu. Enfin, moi, j'étais un très très grand fan du Bruges et puis même de l'Antwerp de Ivan Leko. En termes de cohérence collective, c'était des équipes qui faisaient vraiment des belles choses, qui avaient le ballon, qui étaient ambitieuses. Je me souviens que l'année où Genk est champion avec Philippe Clémence et Bruges qui finit 2e, puis ils finissent la saison dans un système complètement fou où ils sont à 3 derrière avec Clinton Mata, que à ce moment-là personne n'imaginait encore dans une défense à 3 parce que c'était un ailier devenu latéral, quoi. Et les flancs les pistons de leur équipe, c'était Crépin Diatta et c'était Denis, quoi. Donc c'était des vrais ailiers. Ça attaquait dans tous les sens, ça jouait homme contre homme derrière, c'était une équipe incroyable. Et quand l'Eco arrive l'année passée, on s'attend quand même à voir un truc. Et d'ailleurs, dans les premiers matchs, les matchs amicaux, on voit vraiment de l'ambition d'aller proposer un football de ce genre-là. Et au fil du temps, on a l'impression qu'il s'est complètement braqué. Et moi, ça m'a été confirmé par
par son entourage. À un moment, il s'est dit, ok, on n'a pas assez de qualité, donc on va faire que défendre. Et on a l'impression que même quand on a ajouté de la qualité, en fait, ça n'a rien changé finalement. Il s'est dit, bah tant pis, on a quand même pris des points comme ça, on va continuer à que défendre. Et c'est dommage parce que maintenant, je pense que l'équipe a les moyens de faire un peu plus que ça, même si en termes de qualité, ça reste relativement pauvre pour jouer les premiers rôles en étant ambitieux et en prenant des risques et en exposant sa défense, qui est certainement pas la plus rapide du championnat. Mais c'est surtout une équipe qui est décevante à ce niveau-là. Enfin, c'est pour ça que moi, j'ai hésité à la mettre dans cette catégorie-là et je me suis dit, en fait, je m'attendais pas à rien. Parce que je me suis dit, Neko, avec une préparation estivale, il va peut-être pouvoir nous proposer autre chose. Et je suis quand même déçu, mais parce que je m'attendais quand même à un petit truc au début, quoi. Ouais. Mais en plus, j'ai l'impression qu'il y a un match cette saison, il a essayé de plus jouer, mais que ça s'est mal passé. Je sais plus c'est quel match. C'est contre Westerlo, je pense. Ouais. Et ça me fait penser un petit peu en France à Didier Deschamps quand il met un petit peu les compositions que tous les journalistes veulent. Comme je pense c'est début 2018 où il met Dembélé, Mbappé et peut-être Griezmann. Ça se passe mal et puis vous voyez comment quand vous voulez que je fasse ce que vous dites dans les médias, ça marche pas. Donc je vais revenir à ce qui marche, qui ramène des points parce que il va dire son travail c'est de ramener le plus de points possible. Et j'imagine que pour lui le plus de points possible c'est en jouant un football. Je sais pas comment le définir, mais basique. Je peux dire moche. Je dirais basique par respect quand même. Donc, on va passer maintenant au troisième thème, donc la troisième équipe, et qui est l'équipe donc en rattrapage. Donc, l'équipe qui a mal démarré sa saison, mais qui devrait se réveiller pour la seconde partie de saison. Et là, ça a fait l'unanimité, évidemment. Tout le monde a eu le même choix. Là, je laisse qui veut se lancer et parler du choix unanime. Soyez pas timide. Tu peux parler. Hein. Bah vas-y, je vais commencer. Moi, c'est l'Union parce qu'au début de saison, je m'attendais quand même à ce qu'ils réussissent un minimum leur rencontre. Donc moi, j'aurais pu placer ça comme équipe chouchou, mais je l'ai pas fait parce que j'ai une autre préférence. Mais l'Union, ça me faisait quand même chier qu'ils commencent mal leur début de saison, des défaites, des défaites, des matchs nuls par-ci, par-là. Et là, une fois que je pense que l'équipe commence à bien jouer et qu'il y a comme une alchimie qui se crée, je les vois bien revenir et pourquoi pas viser les 6 premières places, les playoffs 1. Moi, je les vois bien en playoff 1 cette saison. Même si au début, c'était quand même dur. Mais j'ai foi en eux, je crois. Bon, peut-être pas en Europe, mais c'est pas le sujet ici. Mais dans notre Pro League, j'ai confiance en eux, ils vont bien revenir et je pense que c'est pour ça qu'on a tous mis cette équipe. Ouais, moi je suis assez d'accord. Même quand on regarde un peu les stats avancées en termes d'occasions créées, concédées, le fait qu'ils fassent autant de matchs nuls, c'est vraiment une anomalie. Ils auraient dû gagner beaucoup plus de matchs. Je pense qu'il leur manque par rapport aux saisons précédentes un gars dont ils sont sûrs qu'il va mettre des buts. Ils ont quand même enchaîné 3 saisons avec Undav Van Zer et puis avec Boniface Adingra. L'année passée, il y avait Amoura, il y avait même Nilsson. Et cette année, ils n'ont pas encore vraiment trouvé cette référence offensive-là. Il n'y a aucun de leurs attaquants qui s'impose vraiment. On voit que Ivanovic, il est vraiment talentueux, mais c'est pas un pur buteur, comme peuvent l'être les autres joueurs que j'ai cités juste avant et qui étaient là la saison précédente. Et c'est vraiment ça qui leur manque, c'est dans l'efficacité offensive. Ils sont en dessous de ce que disent les modèles de statistiques. Défensivement, ils sont OK, ils sont toujours dans les équipes qui ont le mieux défendu, mais ça c'est une constante depuis qu'ils sont remontés. Et je pense que c'est peut-être la première fois depuis qu'ils sont remontés, sans manquer de respect à Pocognoli, parce que c'est vraiment un vrai compliment à Blessine, qu'ils ont un entraîneur moins fort que la saison précédente. Et ça, plus la perte de qualité offensive, ça les fait peut-être un peu stagner et être plus bas que les attentes. Mais je pense malgré tout que ça devrait se normaliser, même si ils ont toujours des scénarios de match. Là, ce match contre OHL, ils font match nul, parce qu'ils prennent un carton rouge et se retrouvent à 10 contre 11. On a l'impression que toutes les semaines, on se dit c'est bon, ils sont lancés, mais ils perdent quand même des bêtes points. Mais je crois que c'est une équipe qui est amenée à grandir au fil de la saison et qui, une fois qu'ils auront trouvé leur bon repère offensif, pourra certainement jouer les premiers rôles.
Ouais, c'est clair que Amoura et Nilsson n'ont pas été pour le moment bien remplacés, mais je pense qu'au fur et à mesure de la saison, comme tu viens de le dire, Guillaume, ça va commencer à rouler. Et une fois que ça sera le cas, et je pense qu'ils vont beaucoup faire moins de matchs nuls que ça. Et des petites victoires comme 1-0, 2-0, ce sera quand même plus fréquent que des nuls par-ci par-là par inattention ou manque de, de réalisme devant le but. Ouais, en fait, il y a eu cette passation qui a toujours eu lieu presque. Enfin, chaque saison, il y a une passation. Bah, souvent au milieu, on a eu Nielsen à Thema à Puertas. En attaque, il y avait souvent toujours un joueur qui restait pour tenir. Parce qu'au final, Van Zer, bah, la deuxième saison, il est encore là. Il part en janvier, mais il est encore là. Le temps peut-être que d'autres joueurs s'aguerrissent comme un Boniface. La saison suivante, bah, tu as toujours Nielsen qui est là et qui permet aussi peut-être, bon, Amoura au final est très vite rentré. Et là, peut-être, ça devait être Kevin Rodriguez qui devait peut-être prendre cette place de l'attaquant qui est déjà dans le club et qui peut laisser les autres grandir et leur laisser un peu plus de temps en marquant et en faisant que l'équipe puisse prendre des points et en étant donc tranquille. Mais là, il y a ça, en fait, c'est qu'il n'y a pas ça. Il n'y a pas cet attaquant qui porte un petit peu l'équipe, qui permet de prendre des points dans des matchs où tu pourrais faire nul. Et ouais, en final, là, je voyais quand même Lyon, c'est pas une seule victoire à l'extérieur, un petit peu comme le Standard, c'est assez catastrophique. 20 points sur 45, c'est très peu. Donc on avait non, je disais 0 victoire extérieure. Je pense que le Standard a quand même gagné une fois, contrairement à l'Union. Je pense qu'il n'y a que le Berscott qui fait 0 victoire extérieure. Mais par contre, comme le Standard, pas une seule fois 2 victoires consécutives depuis le début de saison. Donc, je pense que c'est des chiffres qui expliquent un petit peu la situation. Mais comme Guillaume le disait, on voit un joueur comme Ivanovic, ça se voit qu'il a vraiment du talent, qu'il va grandir. Je pense qu'un Sadiki aussi, saison 2, moi j'avais déjà bien aimé sa première saison. Et je pense que c'est bien qu'ils aient pu le garder, qu'il ne soit pas parti à Lyon, parce qu'il va être très important. Et leur chance aussi, un peu, c'est que vu que le championnat avance pas, même en n'ayant que 20 points après 15 journées, c'est qu'ils restent pas très loin du top 6. Et voilà, il y a des clubs comme la Gantoise, comme Malines qui peuvent être rattrapés s'ils enchaînent. Allez, juste 2-3 victoires, je pense qu'ils seront dans le top 6. Et toi, Jules, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur l'Union ou tout a été dit? Non, globalement, je suis 100% d'accord avec vous. Moi, je les avais pris dans cette catégorie tout simplement parce que pour moi, de toutes les équipes qui démarrent pas très bien leur saison, c'est l'équipe la plus talentueuse. Donc, par défaut, c'est celle qui a le plus de chances de bien se rattraper en deuxième partie de saison si le déclic arrive. Ça va. Donc, on va passer maintenant à la dernière catégorie pour les équipes. Et ça va être donc l'équipe dite imprévisible. Donc là, c'est un petit peu plus ouvert. C'est l'équipe qui vous a surpris sur la saison. Mais vous aviez le choix, soit c'est de manière positive, soit c'est de manière négative. Là, on a 4 choix différents. Je vais laisser Guillaume parler de son choix, qui est une équipe qui a vécu un très mauvais dimanche. Ouais, j'ai choisi Gand parce que je pense que si on regarde leurs derniers résultats, ils ont mis avant la trêve, ils ont gagné 5-0 contre le Standard et après la trêve, ils perdent 6-0 à Anderlecht. Ça résume bien le côté imprévisible. Mais c'est une équipe qui me déçoit un peu en fait, parce que j'avais quand même pas mal d'attentes par rapport à l'arrivée de Franken, au renouvellement dans le club avec politique de recrutement qui a un peu évolué par rapport à l'ère Van Azebroek, Louwagie, où les agents et surtout un agent avaient beaucoup d'importance sur le recrutement. La cellule de recrutement était beaucoup moins écoutée. Ici, on voit qu'ils ont fait vraiment un recrutement plus orienté sur des profils qui ressortent un peu des data. Le recrutement le plus marquant là-dedans, c'est Max Dean, qui est clairement un joueur qui a été pris sur base de ses expected goals en division inférieure et tout. Et il y a pas mal de talent dans cette équipe. Il y a un coach qui a quand même fait de très bonnes choses à Malines et puis à Genk, qui avait montré à Genk que ça pouvait prendre tout de suite parce que Genk était directement devenu la meilleure équipe du championnat quand il était arrivé. Et là, c'est assez décevant parce que leur classement est OK. Ils sont 6e. Ça a l'air un peu léger pour Gand, mais il faut pas oublier que c'est une équipe qui a pas participé au play-off 1 depuis plusieurs saisons. Quand c'était à 4, ils finissaient toujours 5e, et l'année passée, quand c'était redevenu à 6, ils ont fini 7e. Donc, c'est un peu une déception. Enfin, le classement est OK, mais quand on regarde dans les stats avancées, c'est une équipe qui
concèdent énormément d'occasions qui, en vrai, ne s'en créent pas tellement. Je pense qu'ils ont les stats d'une équipe limite de play-down en termes d'occasions créées et concédées. Et avec la qualité des joueurs et la qualité de l'entraîneur, c'est un truc qui ils sont trop imprévisibles par rapport à beaucoup de choses qui devraient tourner en leur faveur. Donc c'est plutôt un imprévisible négatif pour moi. Ouais, moi aussi, si tu l'avais pas mis, j'en aurais aussi parlé, la Gantoise. Vraiment, parce que c'est vrai que Vranken, voilà, tout le monde sur le papier dit c'est vraiment le bon choix. C'est une équipe qui est souvent quand même chouette à jouer. Enfin, je me souviens la saison passée, jusque janvier, pour moi, enfin, la plupart des gens les voyaient favoris pour le titre avant que la direction décide de vendre toute l'attaque. C'est une équipe, enfin, c'est triste. Pour moi, elle devrait jouer, enfin, elle devrait être dans la cour de Genk, parce que changement de coach toutes les deux, enfin tous les deux, plutôt un bon coach du championnat de Belgique, un recrutement intéressant. Bon, il y a eu les 2 joueurs de Saint-Tron du côté de Genk, eux, ils ont été prendre de l'orge. Il y a des chouettes joueurs, mais enfin moi, le match, par exemple, le match face à Bruges, qui gagne dans un monde normal, ils doivent jamais le gagner, ils doivent prendre même une fessée. Et je trouve ça, peut-être que c'est un match qui représente un petit peu leur saison dans le sens, c'est une équipe qui, ok, au final, quand tu as le classement, c'est pas mal, mais on peut quand même être déçu de ce qui est montré. Maintenant, toi, Jules, tu avais choisi qui comme équipe, ou si tu as quelque chose à rajouter par rapport à la Gantoise qui a battu le Standard 5-0? Ça, c'était pas obligatoire de rajouter à la fin. Mais non, moi, la Gantoise, je suis juste un peu déçu sur un côté, c'est qu'en fait, ils ont toujours eu un petit jeune qui me faisait allumer la télé pour les regarder. Il y avait Fofana, puis il y a eu Mathias Fernandes-Pardo. Et là, ils n'arrivent pas à faire rentrer type de Vlieger ou Gilles de Meyer, qui sont les 2 jeunes qui sont belges, qui ont le plus de temps de jeu là-bas, mais ils n'arrivent pas à les intégrer réellement dans une réelle rotation. Donc ça, c'est le petit point noir personnel pour la Gantoise, mais sinon, globalement, je pense que vous avez tout dit. Moi, l'équipe que j'ai sélectionnée, c'est le Cercle de Bruges. Simplement parce que ça soit en Belgique ou en Europe, avec leur défaite dans je ne sais plus quel pays, là, ils me déçoivent. Je m'attendais à mieux. En fait, non. À la fin de la saison passée, je m'attendais à ça, parce que je m'attendais à qu'ils perdent quand même beaucoup de joueurs. Mais je trouve que globalement, à part Popovic, je sais plus le défenseur là, et Darland, ils n'ont pas perdu grand monde, il me semble. Ils ont même réussi à garder Denki, du moins durant la première partie de saison. Donc je ne m'attendais pas à un tel carnage qui se retrouve dans les playdowns, tu vois, passer des playoffs 1 la saison passée au playdown cette saison. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais pas à des défaites bizarres dans des pays lugubres en Conference League. Donc, c'est ça ma petite déception de la saison. Ah, pareil, je n'ai rien à rajouter. C'est vrai que c'est une équipe qui fait une si belle saison, qui se fait pas tant dépouiller que ça et qui, au final, se retrouve aussi basse dans le classement. Bon, en vrai, ils avaient aussi perdu Gbo en janvier, qui est plutôt pas mal à Toulouse, mais en tout cas, c'est assez étrange. Toi, Muse, c'est quoi l'équipe que tu as décidé de choisir dans tes équipes un peu imprévisibles, une équipe dont on a déjà parlé? Peut-être que ça va vous paraître imprévisible ou pas, mais moi, c'est l'Antwerp que j'ai choisi cette saison. Si je me base sur le début de saison, il commence avec une victoire contre Charleroi. Je me dis, bon, on va retrouver l'Antwerp de chaque saison. Ensuite, défaite contre Anderlecht à domicile. Je me dis, bon, où est-ce que je peux me placer? Quelques matchs plus tard, défaite contre Club de Bruges, défaite contre Malines, match nul contre la Gantoise. Je me dis, est-ce que l'Antwerp cette saison peut vraiment rivaliser avec le top 6 de cette saison, de la saison passée? Donc je me posais ce genre de questions. Et au fur et à mesure des matchs, tu as des victoires par-ci, des victoires par-là, des matchs nuls. Donc moi, je trouve que c'est une équipe imprévisible malgré la deuxième passe que l'Antwerp occupe cette saison. Donc mon choix, c'est plutôt sur je veux dire, l'irrégularité dans la régularité de l'Antwerp. C'est vrai que peut-être que dans un monde normal, ils sont pas troisième. Enfin, dans un championnat qui avance normalement, ils sont pas troisième. Ouais, donc je sais pas si ça fait la beauté de notre championnat ou pas, mais tu peux très très mal commencer ton début de saison et si tu te rattrapes bien, tu peux te hisser dans les playoffs 1 ou tu peux très bien commencer. Je parle de l'Union
et choque en fin de saison le titre. Donc je ne sais pas si ça fait la beauté de notre championnat ou pas, mais ça me fait penser à ça, à l'Antwerp. Tu peux perdre plusieurs matchs, revenir, être deuxième, troisième, comme tu peux gagner plein de matchs et dans des moments décisifs, tu choques et tu peux perdre le titre ou même les playoffs. Moi, pour l'équipe imprévisible, j'ai décidé d'aller sur Malines. Pourquoi Malines? Parce que déjà, je trouve que c'était surprenant, enfin, entre guillemets, qu'il démarre la saison avec Besnikazi. Parce que si mes souvenirs ne me mentent pas, il avait quand même annoncé dans un premier temps que en fin de saison, qu'ils allaient arrêter. Parce que je pense que beaucoup de gens s'attendaient à le voir dans un autre club. Moi, je pensais peut-être que c'est la Gantoise. On en parlait beaucoup en tout cas, après sa bonne deuxième partie de saison. Et au Il y a eu final, des il est resté. négociations, je t'interromps, il y a eu des négociations assez avancées avec Gand, mais apparemment, de ce que moi j'ai entendu, salarialement, l'agent qui représentait Besnikazi a un peu confondu les salaires qu'on donne aux coachs en Belgique et en Arabie Saoudite. Donc, ce qui a un peu compliqué les choses. Ouais, j'imagine. C'est dommage pour lui en tout cas, enfin, ou pas, parce que au final, il se retrouve devant la Gantoise à l'heure actuelle. Mais en tout cas, Malines, c'est une équipe imprévisible parce que c'est une équipe qui, à un moment donné, quand même, avec Defour l'année passée, jouait presque les playdowns. Puis ils l'ont limogé. Ils ont pris Aziz qui a vraiment fait en tout cas une vraie remontée. Donc voilà, il a joué les playoffs jusqu'à la dernière journée et je comprends toujours pas comment Malines s'est pas retrouvé en playoff 1 avec ce match à Louvain où normalement c'était cadeau. Là, il se retrouve de nouveau à jouer le top 6. Donc c'est une équipe un petit peu imprévisible. Je ne sais pas comment ça va se finir, s'ils vont réussir au final à accrocher enfin ce top 6 et ce playoff 1. Mais c'est une équipe chouette, dans un stade chouette. Donc voilà, l'équipe imprévisible pour moi, c'est Malines. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter par rapport à ces équipes imprévisibles? On peut passer aux joueurs maintenant. Donc on va passer aux joueurs et donc le premier sujet pour les joueurs, c'est le joueur du premier rang. Donc le joueur du premier rang, qu'est-ce que c'est? C'est le joueur, on va dire, donc le plus régulier du championnat jusqu'à maintenant. Pas forcément le meilleur en valeur absolue, mais c'est le joueur qui pour vous a bien fait tous ses devoirs, tous ses contrôles. Toi, Jules, parce qu'ici on a 4 joueurs différents, qui as-tu choisi? Moi, j'ai choisi le joueur de Genk, Patrick Orozowski. Et bien prononcé ou pas? Ça va. Non, sérieusement, je l'ai choisi parce que dans cette équipe de Genk, je trouve que c'est un joueur dont on ne parle pas assez. On parle beaucoup de Jan Stöckers ou de Mats Smets parce que c'est des jeunes Belges. On parle de Brian Heinen parce qu'il a une petite cote de popularité quand même en Belgique depuis un certain temps. Daro Kodare parce qu'il marque. Enfin, vous voyez, je trouve que le joueur n'est pas assez mis en lumière alors qu'il a un réel apport dans cette équipe. Je pense qu'on le voit ce week-end, c'est le meilleur exemple. Je n'ai pas pu voir le match, mais j'ai vu qu'il monte au jeu. 2 minutes après, il met un super assist et Genk couvre le score. Donc, je suppose qu'il a dû manquer durant les 70 premières minutes où il n'était pas là. Et il m'avait vraiment impressionné, notamment contre l'Antwerp, là, son premier but. Les commentateurs en avaient fait tout l'éloge, mais le contrôle pour mieux se placer et finir, augmenter l'expected goal et finir calmement, c'était beaucoup de sang-froid. Et je trouve que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité. Il n'a pas forcément, je pense, une qualité qui prime au-dessus. Genre, quand on pense à lui, on pense à cette qualité directement. Mais je pense qu'il est super complet et que c'est vraiment un top joueur de notre championnat et qu'il apporte beaucoup au KRC Genk. Donc, dans les 3 joueurs qui ont été choisis, il y a 3 joueurs de Genk, mais il y a aussi un joueur de Bruges. Et je vais laisser Guillaume en parler. C'est qui pour toi ton joueur du premier rang? Ça a planté, donc j'ai pas entendu, mais je suppose que le joueur de l'autre équipe, c'était pour moi. Ouais, moi j'ai choisi Hans Van Aken. Déjà parce que c'est un joueur que j'adore voir jouer. Et de manière plus générale, en fait, mon raisonnement était que là où Genk est un très très bon collectif, qui met très bien en évidence tous ses joueurs, ce qui a fait la différence à Bruges dans la course au titre l'année passée, c'est que le coach, il a redonné vraiment le pouvoir aux joueurs importants. Et ça se sent, je trouve, dans la façon dont joue Bruges.
Et le plus important des joueurs de Bruges qui fait bien jouer tous ses partenaires, c'est Hans Van Aken. Et en fait, Bruges est finalement une équipe où il y a assez peu de fil conducteur collectif. C'est pas aussi clair que Genk quand on les voit jouer. Comment ils vont comment ils vont attaquer, même si le jeu penche du côté de Maxime de Kuiper, qui est un de ses autres joueurs de premier rang assez régulier. Mais Van Aken, il est, je pense, il a déjà été une dizaine de fois décisif depuis le début de saison. Je crois qu'il a 5 buts, 6 passes décisives. Et c'est un joueur qui peut sortir son équipe d'une mauvaise passe dans un match où ils sont pas dedans. Contre Charleroi, il égalise un peu de nulle part à la dernière minute. Il est capable de marquer, de faire marquer. Il a une intelligence de jeu vraiment au-dessus de la moyenne. Et il fait quasiment plus jamais un mauvais match, ce qui lui arrivait encore avant. Quand il était plus jeune, on disait souvent qu'il y avait un Van Aken à domicile dans les matchs un peu confortables, qui étaient injouables, et un Van Aken en déplacement à l'Antwerp quand il avait un marquage individuel sur lui mis par Bologna et qui touchait pas la balle. Il a vraiment grandi par rapport à ça. Et c'est clairement le joueur le plus déterminant d'une équipe qui est la meilleure constellation de joueurs, sans être peut-être le meilleur collectif du championnat. Et Bruges est capable d'aller très haut quand tous ses joueurs sont bons, mais si tous ses joueurs sont bons, c'est généralement que Van Aken est au rendez-vous. Ouais, en tout cas, très bel éloge sur Hans, sûrement un joueur. On se rendra compte quand il arrêtera, un joueur du championnat qui est tout en haut, je pense. Depuis, ça fait depuis 2013, je pense qu'il est là. Donc voilà. On va passer maintenant à l'autre joueur du KRC Genk. Mus, c'est qui que tu as choisi? Ça m'a surpris quand j'ai vu le nom. Ça t'a surpris? Franchement, moi, cette saison, en tout cas, ça ne me surprend pas. C'est Zakaria El Ouadi, un joueur que je suivais déjà un petit peu la saison passée. Je trouvais qu'il faisait des bonnes entrées de rencontres. Et cette saison, ça confirme ce que je pensais. Un très très bon défenseur droit, très performant. C'est pas pour rien que Genk, cette saison, joue bien. Un des meilleurs à son poste. En tout cas, je vois personne meilleur que lui à son poste cette saison-là. Très jeune joueur, 22 ans, international marocain et peut-être bientôt, enfin je l'espère, Diable Rouge. Parce que aujourd'hui, moi je le mets devant Castagne. Il y a pas photo. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Castagne joue à Fulham, Castagne a autant d'expérience, mais non. Moi, je me base sur la performance et ce que je vois, c'est très impressionnant de la part de ce joueur-là. C'est un joueur que j'aime beaucoup, jeune, dynamique, qui donne tout sur le terrain. J'ai aucun souvenir, peut-être un match cette saison où ils perdent sur un gros score où tout le collectif de Genk était moins bon, mais sinon sur tous les autres matchs, il est quasiment homme du match. Vous savez qu'à voir ses notes SofaScore, c'est pas moins de 7,5 ou 7,8. Bon, on ne peut pas se baser que sur ça, mais quand vous allumez la télé et que vous voyez le KRC Genk jouer, c'est tout le temps un des meilleurs. Donc moi, je pense que mon choix est logique. Et voilà. Non, ouais, quand je dis surprenant, je ne m'attendais pas, mais ouais, ça reste un joueur qui a fait une bonne saison. Parce que moi, j'étais étonné de son transfert de base quand il quitte directement le RWDM pour Genk. Je me disais, bon, peut-être un petit peu tôt. Mais voilà. Moi, j'ai choisi le vrai meilleur joueur de Genk quand même. On est obligé d'en parler. C'est Jarn Stukers. Et évidemment, il vit, on va dire, quand même super bien son gros transfert parce que bon, passer de Saint-Tron à Genk en tant que joueur offensif, c'est pas si facile que ça. Je pense que c'est déjà devenu le cadre offensif, 100% de titularisation. Il a impliqué sur 9 buts. J'ai l'impression qu'il commence tous ses matchs en se disant au moins le match c'est un 7 sur 10 et puis il embellit ça par un but, par un assist. Donc je pense que c'est un joueur, bon, on parle pas que des trophées, mais je pense en tout cas pour le Soulier d'Or au deuxième tour, je pense que il va faire partie des joueurs qui vont prendre beaucoup de points. D'ailleurs, un jour, il faudra parler de cette anomalie du Soulier d'Or qui se joue sur 2 championnats différents. Mais bon, c'est pas forcément le débat. Mais il me fait beaucoup, pense pas forcément dans le style de jeu à proprement dit, mais peut-être dans la trajectoire de carrière à un Mike Trésor, dans le sens où c'est un joueur qui a dû s'exiler aux Pays-Bas pour exploser. Lui, donc, c'était quand même en deuxième division.
Puis la différence, c'est que lui, il a fait cette étape intermédiaire à Saint-Tron, où un Trésor était directement venu à Genk. Mais bon, la première saison, ça s'était pas si bien passé que ça après des très bons débuts. Mais voilà, enfin moi, je sais pas c'est quoi sa limite, honnêtement. Je me dis peut-être par rapport à son poste, ses capacités, on va dire physiques, vont peut-être faire que bon, il va pas pouvoir taper forcément le top du top. Mais en tout cas, en Belgique, c'est suffisant pour faire ce qu'il fait chaque week-end. Là, je pense qu'on en parlait dans la dernière émission des U21. Je pense que ça va être Enfin, j'espère que niveau âge, ça va. Tu me coupes juste si je me trompe. Mais normalement, ça va être un des 4 des U21. Ou alors, est-ce qu'il est trop vieux et il est plus là? Ah, bon, j'ai rien dit alors. Il est trop vieux. Mais bon, c'est dommage alors pour lui parce qu'il arrive quand même tard justement du 21. J'imagine que bon, les coachs regardaient pas forcément la Eerste Divisie aux Pays-Bas. En tout cas, chouette joueur. S'il continue sur cette lancée, en tout cas, Genk va pour moi être un des 2 grands favoris. Après, il faut juste pas vendre son numéro 9 au mercato d'hiver. J'espère qu'ils ont appris de il y a 2 ans. C'est peut-être pas une bonne idée. Mais en tout cas, j'avais envie de faire une éloge sur Jarn Stuckers. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter par rapport aux joueurs qui ont été cités, dire un mot ou on peut passer à la suite. Que des bons choix. Ouais. Après, il y avait beaucoup de possibilités, mais c'est clair que c'est clairement Genk l'équipe du début de saison. Et moi, j'ai juste pas pris un joueur de Genk parce que j'avais déjà choisi Genk en équipe chouchou et donc pour essayer de parler d'un maximum de monde. Mais il y a clairement les 3 joueurs que vous avez cités. Plus en défense, Matt Smets qui fait une très bonne saison, Brian Heinen au milieu de terrain. Il y a beaucoup de joueurs de qualité dans cette équipe. C'est pas un hasard s'ils ont l'avance qu'ils ont en championnat. Ouais, même un Tolu qui on commence à se poser des questions sur son transfert, qui n'avait pas su remplacer comment il s'appelle, Onuachu, et qui là cette saison enfin il a ce rôle de numéro 9 tueur qui a peut-être beaucoup manqué à Genk. Donc on va passer maintenant au dernier choix, donc le joueur cancre. Donc c'est le joueur coté ou nouveau, donc qui vient d'arriver cet été au choix, qui passe à côté de sa saison pour le moment. Là, encore une fois, on a 4 choix différents. On a 2 choix peut-être qui sont un petit peu liés entre Guillaume et Jules. Ben, je vais encore laisser la parole à Guillaume. Qui as-tu choisi comme joueur cancre? J'ai choisi Greg John Kiei, qui a donc été pas très bon avec le Standard avant d'être pas très bon avec Charleroi. Pour résumer un peu le premier tour du joueur, c'était pour moi un transfert déjà assez étonnant au Standard parce que dès que je me suis un peu renseigné sur lui, parce que je l'ai présenté comme recrue principale du Standard dans le magazine spécial compétition cet été. Les renseignements que j'ai pris en France, j'ai passé 2 coups de téléphone et on m'a dit il a plus de genoux il a fait une très bonne saison, mais qu'il a jamais vraiment confirmé par après. Et c'était un peu plus une saison en sur-régime que vraiment un joueur régulier. Et on m'a dit capacité technique, c'est quand même en dessous de la moyenne. Il a pas de vitesse, donc il sait pas donner de profondeur. Donc c'est vraiment un pur joueur, qui joue sur sa puissance physique uniquement et qui n'a pas la qualité technique pour être un très très bon pivot autrement que dans des déviations aériennes. Donc j'avais été très surpris parce que je me dis moi je suis quand même pas recruteur professionnel, mais si en 2 coups de téléphone j'ai ces échos-là qui sont des échos de professionnels du milieu, donc de gars qui l'avaient côtoyé en club et tout, c'est pas des échos de journalistes qui suivent les matchs. Je m'étais dit tiens c'est bizarre que le Standard aille le chercher. C'était encore plus bizarre que Charleroi aille le chercher après, avec cette justification lunaire de oui nous on le suit depuis très longtemps, le Standard ne savait pas comment l'utiliser. Au final maintenant il a réussi la prouesse de passer derrière tous les attaquants qui ne jouaient pas à Charleroi dans la hiérarchie. Et donc voilà, c'est en termes de casting, de recrutement, quand on sait que, au-delà du profil du joueur, quand on sait que physiquement il n'est pas du tout en ordre, c'est quand même particulièrement interpellant que 2 clubs différents fassent le choix de miser sur un joueur qui ne leur apporte rien, et finalement sans surprise quand on s'est renseigné un peu sur le joueur. Et c'est un vrai problème beaucoup plus pour Charleroi que pour le Standard maintenant, parce que au Standard, voilà, ils ont Zekiri qui est quand même, heureusement qu'il est là. Mais c'est
c'est assez interpellant. Charleroi serait peut-être dans le top 6 s'ils avaient un attaquant qui met des buts. Et là, ils sont, on le disait tout à l'heure, presque en play-down. Et je pense que la principale responsabilité, c'est cette grosse erreur qui a été faite en fin de mercato, alors qu'ils ont eu des bons profils d'attaquants venant de pays scandinaves et tout sur la table assez tôt dans le mercato. Et c'est Mehdi Bayat qui a décidé à ce moment-là de dire non, on attend la fin du mercato pour avoir une bonne opportunité. Finalement, il s'est fait doubler par le Standard sur Zekiri. Il a fait croire que tant mieux parce que en fait, il préférait Kiei que Zekiri. Je me demande toujours maintenant sur quel principe. Et en tout cas, c'est un vrai problème de Charleroi depuis plusieurs saisons et ça montre les limites de leur politique de recrutement actuelle parce que c'est pas possible d'avoir des ambitions si on n'a pas un neuf qui est capable de faire une saison à 10-15 buts. Et là, on voit clairement qu'ils l'ont pas. Ouais, tout a été dit sur le cas Kiei. En tout cas, ça montre les belles cellules de scouting, malheureusement, des deux clubs. Et évidemment, si on parle de Kiei, on est obligé de parler de quelqu'un d'autre. Jules, de qui as-tu décidé de parler Moi, je parle d'un des deux joueurs qui a remplacé Kiei au Standard, donc ce serait Denis Sekert Ayensa. Alors, je pense que c'est un peu plus un choix du cœur que vraiment un joueur cancre du championnat. Je pense que c'est juste que en tant que supporter du Standard, je m'attendais à mieux de lui. Vous voyez, tout à l'heure, vous parliez du joueur qui aurait dû aider l'Union à faire cette transition en attaque. Mais en fait, ça aurait très bien pu être Ekert Ayensa qui aurait pu faire cette transition du côté de l'Union. Au final, il vient au Standard. Et en fait, depuis le début de saison, il a marqué qu'un but en championnat. Enfin, non, il en marque 2, mais il y en a un des deux qui est avec l'Union dans les 2 premières journées avant qu'il vienne au Standard. Donc, je pense que ça résume bien un attaquant qui marque un but à la mi-championnat. C'est insuffisant. Oui, c'est sûr qu'il n'est pas aidé par l'animation offensive d'Ivan Leko et du Standard qui, en fait, se résume à des longs ballons ou à des passes à Ilai Kamara et fait tes trucs. Donc, il n'y a pas grand-chose comme animation offensive au Standard, mais je pense que Ayensa, malgré tout ça, il est capable de mieux. Il avait montré en début de saison passée, il me semble qu'il avait planté, il y avait pas mal de penalty, mais il avait quand même planté. Il avait su montrer que c'était possible que ce soit un bon attaquant du championnat. Et je trouve qu'au Standard, avec le temps de jeu qu'il a, il doit faire mieux. Et je ne suis pas sûr que sa complémentarité avec Andy Zekiri est vraiment idéale. Donc, ouais, je pense qu'il a sa place, en tout cas dans mon cœur, comme un des joueurs cancres du championnat. Ouais, on entend que ça vient du cœur. Toi, Muse, c'est qui le joueur que tu as choisi? On dirait qu'il y a quand même des chemins. On était sur Kiei, on passe au Standard Ayensa, et là, on va à l'Union. Et c'est qui que tu as pris? J'ai l'impression que tout se rejoint, mais moi j'ai choisi malheureusement pour Basile Anouar. C'est un joueur dont je comprends quasiment plus du tout la carrière. Au début, ça nous faisait un peu rêver Anderlecht. On se disait, oh, c'est un jeune joueur. On voit un peu le potentiel. Limite, sur Twitter, certains parlaient de futur Diable Rouge, tout ça. Et au final, il n'a pas pu s'imposer à Anderlecht. Un transfert à Genk début d'année 2023 où c'était banquette, quelques fins de rencontre. Mais il a quand même su bien revenir en fin de saison. L'année passée, il faisait des bonnes montées. Franchement, je me suis dit, ouais, peut-être qu'il y a espoir, il revient, que c'était peut-être un problème mental ou quoi. Et au final, j'ai pas compris son choix. Pourquoi rejoindre l'Union? Il rejoint l'Union et au final, sur le banc et quand il rentre, les petits bouts de match qu'il joue à la 60 ou 70e, c'est décevant. Donc, c'est un joueur dont je m'attends quasiment plus à rien. Pourtant, il est très jeune hein, et c'est méchant ce que je dis, il a que 22 ans, mais je vois pas où est-ce qu'il pourrait progresser de plus que ça. Pourtant, il fait des bons clubs et j'ai l'impression qu'il n'y a aucun coach qui puisse le tirer vers le haut. Et moi, je trouve ça vraiment dommage parce que c'est un joueur que j'ai vraiment bien aimé voir jouer au début. Et là, je le vois se perdre et ça fait mal, malgré son jeune âge. Ouais, mais c'est bizarre, hein. Moi, je trouve justement, quand je vois ces choix de club, tu te dis, tu vas à Genk, c'est plutôt une équipe qui joue offensif. Tu te dis, ça peut être bien pour un joueur comme lui. Puis cet été, il va à l'Union. Tu te dis, bah, l'Union, faut le Ça faire pour pourrait le aller jouer à l'Union. relancer, mais oui, voilà. Ouais, Nouveau club, en plus, il aime bien Bruxelles, il est de Bruxelles.
Et au final, il joue quasiment jamais. Et quand il joue, il est décevant. J'ai l'impression qu'il veut rien montrer et qu'il est flemmard et que sa situation lui convienne en fait. Ouais, c'est dommage. Ben évidemment, il faut toujours faire un lien. Donc là, on est passé à l'Union. À Noir, il a été formé ou à Anderlecht. Donc moi, j'ai choisi un joueur d'Anderlecht. J'ai hésité. Hein. Franchement, moi au début, je partais sur Dreyer. Et puis je me suis dit, ben non, en vrai, autant parler de Donker. Donc de Donker, il ferait presque partie moi de mon joueur douille. C'est-à-dire, c'est un joueur, honnêtement. Moi, c'est pas un joueur qui me fait grand-chose. Je m'attendais pas à grand-chose de lui, mais on en parlait dans le sens, ouais, quand même, voilà, il vient de Première Ligue, il a joué à Wolverhampton, il a quand même joué pas mal de matchs à Villa lors de sa première saison. Ok, c'est très bien. C'est vrai qu'il a joué, ça on peut pas lui retirer, et qu'il était un moment titulaire en Première Ligue, mais au final, quand je le vois jouer, j'ai pas l'impression que c'est un joueur qui a passé je sais pas, 4-5 saisons en Première Ligue. C'est un joueur qui dégage rien, qui a pas forcément pris le lead dans cette équipe. J'étais au stade face à Westerlo. C'était peut-être son premier match où tu te disais, ah, pour un premier match, franchement, ça va. Franchement, ça va. Mais bon, si c'est ça de Donker, on doit juste dire franchement, ça va. Ça, c'est triste. En tout cas, si ses performances restent comme ça, je vois pas comment Anderlecht peut lever l'option d'achat. Après, il faut se poser des questions aussi sur si au Napoli, qui était en dessus de tout, il a joué 3 matchs avec le coach, qui était le coach de la Slovaquie d'ailleurs, qui nous a fait plaisir pendant l'Euro. C'est qu'il y avait des questions à se poser. C'est un joueur qui footballistiquement me parle pas et j'ai voulu croire les gens en me disant bon, la Pro League, quand tu viens de Première Ligue, peut-être qu'il va être au-dessus, mais je vois pas grand-chose honnêtement. Donc moi, c'est mon joueur cancre. Après, ça peut changer évidemment. Peut-être qu'il va avoir un déclic avec Hubert. Enfin, même si au final, la plupart des matchs, il les a joués quand même avec David Hubert. Mais voilà, pour que il puisse avoir comparaison avec un Mats Ritz qui fait pas une saison incroyable et qu'on se dise pas qu'il y a un si grand changement quand l'un des deux joue. Et c'est que bon, faut se poser des questions sur le joueur. Donc, on a terminé pour les joueurs. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter par rapport à cette catégorie, par rapport à un joueur? On a quand même tous épargné le vrai joueur cancre du mercato qui est Zanka, Ouais, qui est trop facile. sans doute le pire transfert d'Anderlecht depuis pas mal de temps. Mais je pense que on est tous d'accord qu'il n'aurait jamais porté le maillot d'Anderlecht s'il n'avait pas été danois. Et c'est un bon résumé de la politique de recrutement de Fred Berg cet été. Ouais, qui lui aura coûté son poste. Toi, je vois que tu as le micro. Tu veux dire quelque chose? Moi, je voulais rajouter un truc sur Anwar Eladj et ses choix de club, parce qu'en fait, je pense que Anwar, il a un gros problème, c'est qu'il ne veut pas redescendre de catégorie. En fait, il reste dans des gros clubs et en fait, il a besoin peut-être d'enchaîner les matchs et peut-être que retourner dans un club plus bas, peut-être même le RWDM, oui, genre Ilyas Ziani du Standard, il est parti au RWDM et là, il cartonne. Et en fait, je vois bien Eladj faire exactement la même chose que Ziani, aller au RWDM, comme tu dis, à Bruxelles, un truc qu'il aime bien, et tout déchirer là-bas. Et je pense que ce problème-là, on l'avait déjà perçu en Anderlecht à un moment. Je ne savais plus c'est qui le coach à l'époque, mais à un moment, je pense qu'il est renvoyé en équipe U21 et qu'en fait, Compagnie, je pense. ouais, Parce c'est qu'il possible. était venu en surpoids. Même Ouais, c'était Compagnie. il y a eu des embrouilles et tout ça. Et en fait, il a bien montré à ce moment-là qu'il n'avait pas la mentalité, pas l'envie de redescendre et qu'il se voyait trop beau. Je pense que c'est toujours le cas maintenant. Il se voit toujours trop beau dans ses choix de club et que redescendre d'un échelon lui serait très bénéfique parce qu'il a quand même montré qu'il avait des qualités pour réussir dans le championnat belge. Ouais, c'est sûr. Donc, ben voilà, on arrive à la fin. Là, je vous l'avais pas dit, mais il y a un bonus. Est-ce qu'il y aurait peut-être une équipe ou un joueur dont on n'a pas du tout parlé, qui ne rentrait dans aucune catégorie forcément, dont vous avez envie de parler ou pas du tout? Parce qu'au final, on n'a pas vraiment, enfin, on a parlé, mais on n'a pas parlé d'Anderlecht, on n'a pas parlé de Saint-Tron, du Berscott qui file vers la Challenger Pro League. Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous avez envie de parler ou on peut terminer là? Moi, c'est pas un club, je vais un peu Je parle du changer. Real Madrid. Ça, c'est pas un club, mais c'est plutôt un joueur. C'est un joueur qu'on a beaucoup critiqué. Je pense tous ici présents et même ceux qui suivent un peu le championnat.
C'est Loïc Lapoussin. Je suis content qu'il revienne dans le groupe parce qu'il était mis au placard pendant quelques mois par Cognoli. Et c'est un joueur qui en vrai fait du bien parce que ça reste quand même un cadre de l'Union. Et ça me fait plaisir de le revoir jouer à un bon niveau. Et je pense qu'il pourra vraiment bien aider l'Union cette saison à bien revenir et viser les playoffs cette saison. Ouais, moi, si je vais parler d'un joueur, c'est Dolberg. Bon, c'est un peu le joueur du moment, évidemment, c'est la choix facilité, mais je me souviens que l'année passée, il était beaucoup critiqué sur une partie de la saison. Mais pour moi, il était plus victime du club et de la façon dont Anderlecht jouait, où il était sur une île déserte un petit peu tout seul. Et c'est un joueur qui a besoin d'avoir quelqu'un proche de lui, enfin plusieurs personnes proches de lui qui sont capables de lui donner des bons ballons. Et au final, on voit quand même depuis quelques semaines que quand l'équipe joue un petit peu plus haut, qu'il y a des joueurs qui peuvent combiner avec lui, que c'est un beau joueur de football et c'est pas par hasard que voilà, il a eu une bonne période à l'Ajax, un début de bonne période aussi à Nice. Là, c'était un petit peu plus compliqué ces dernières saisons, mais enfin, normalement pour le championnat de Belgique, on le voit, c'est quand même supérieur. Donc, est-ce que entre Guillaume et Jules, quelqu'un qui veut rajouter quelque chose? On a cité personne de Westerlo, et en y réfléchissant, j'ai regardé un peu la liste des clubs. Ça me surprend un peu parce que c'est une équipe où il y a pas mal de jeunes joueurs, notamment vraiment intéressants. Il y a Aspolat qui fait une très bonne saison. Il y a Sayad Manesh aussi qui a été pas mal décisif. Frigan qui était une grosse déception la saison passée et qui cette année commence enfin à confirmer un peu le pourquoi Westerlo avait mis, je pense, 6 millions d'euros sur lui. Et il y a évidemment Vuskovic qui va sans doute finir sa carrière comme un des meilleurs défenseurs buteurs de la planète au rythme auquel il met des buts. Et qui est en plus vraiment un bon défenseur. Donc c'est une équipe qui a pas mal galéré la saison passée dans la transition entre leur première saison où ils avaient beaucoup de joueurs en prêt et le fait de miser essentiellement sur des jeunes talents sans avoir beaucoup d'encadrement de joueurs plus expérimentés. Mais là, ils ont l'air d'avoir trouvé un bon équilibre et c'est une équipe dont les matchs sont toujours agréables, pas toujours très structurés, mais on voit toujours des bons joueurs et si c'est pas des occasions pour eux, on voit des occasions pour l'adversaire quand ils sont un peu ouverts, même si on sent que Timmy Simons a bien mis sa patte, bien organisé, bien Michel Prudhomme sur l'organisation défensive et que c'est bien plus structuré que l'année passée à ce niveau-là. Ouais, pour moi, c'est quand même un crève-cœur qu'ils aient laissé Enfin, au final, vu le prix, je comprends que Lucas Stassin, qui était sur un bon début de saison, j'aurais aimé voir ce Westerlo un peu plus longtemps avec Stassin, parce que tu disais que c'était peut-être une bonne saison, on aurait peut-être pu viser. Là, je pense qu'ils vont se sauver facilement, ils vont peut-être pas forcément se battre pour les playoffs 1, mais je me dis avec un numéro 9 en forme comme il l'était avant son départ, peut-être que tu aurais pu gratter un petit peu plus que ça. Moi, je suis un peu déçu que Guillaume n'ait pas cité Tur Romans quand même dans les joueurs au début parce que je trouve qu'il s'adapte quand même vraiment bien à Westerlo depuis son départ de Genk. Donc, ouais, tout à fait. Et sinon, juste en joueur que je pourrais rajouter quelque chose, à part faire une déclaration d'amour à Ilay Kamara, je pense que je peux pas faire grand-chose. Donc, on peut s'arrêter là de mon côté. Ça, on va s'arrêter là. Alors, évidemment, pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire par rapport aux différentes catégories. Maintenant, vous les avez tous. Vous pouvez nous dire qui vous aurez choisi ou pas. Donc là, on termine aujourd'hui pour ce conseil de classe Pro League. On sera de retour très bientôt, dès la semaine prochaine, où il y aura au moins moi et Mus, ça c'est sûr, pour parler un petit peu parler de. Il y a des gros matchs, hein, un petit Liverpool-Manchester City, un Dortmund-Bayern. Donc là, on va un petit peu quitter la Belgique et partir en Europe. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Remercie encore une fois Guillaume pour nous avoir accompagnés pour cet épisode. Hein. Avec plaisir. Merci à vous pour l'invitation. C'était très chouette. Donc voilà. Sur ce, on vous laisse. Ciao. Ciao les gars.